Ouais, les gars, on est sur Fighter pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on est avec Sofiane Boukishou. Je vais laisser YR Fight le présenter tout de suite. À toi, YR Fight. Oui, donc ce soir dans Fighter, nous recevons Sofiane Boukishou, combattant MMA, catégorie poids lourd, qui s'entraîne au Boxing Squad à Nice, très grosse team. Il a combattu dans les meilleures organisations mondiales, le PFL, le Cage Warrior, l'UAE Warrior ou encore l'Ares. En carrière, il est à 12 victoires pour 9 défaites et il sort récemment d'une victoire chez lui à Nice à l'Ares face à Kenzo Suarez. D'ailleurs, Sofiane, comment tu vas depuis cette performance? Ah, ça va, faut savoir que j'ai pas eu de bobo durant ce combat, tout s'est bien passé, donc du coup, derrière, j'ai pu reprendre très rapidement. C'était une victoire sur Kimura, il me semble, hein, c'était ça? Exactement, en deuxième round, ouais, victoire sur Kimura, debout, pas au Ah bah, sol. Et c'est c'est des bien choses ça. qu'on voit rarement, on va dire la Ngannou. On en reparlera peut-être un peu après de Ngannou et Sulgan, j'ai des questions à te poser. Mais pour commencer, on aime bien faire dans l'ordre. On voulait savoir déjà comment t'as connu le MMA, comment t'es arrivé dans le MMA. J'ai vu que t'avais fait du rugby avant, donc toujours du sport de contact au final. Et après, t'es allé dans le MMA. Mais qui t'a fait découvrir ce sport-là? Alors, faut savoir que c'est vrai que moi, j'ai commencé par le rugby étant plus jeune. Et c'est un sport qui me passionnait et qui me passionne toujours, un sport de contact. Et c'est vrai que à côté de ça, je regarde toujours plus ou moins le MMA. Faut savoir qu'avant, enfin les anciennes, enfin la nouvelle génération ne connaissent pas ça, mais pour pouvoir regarder le MMA, on avait soit donc YouTube, voilà, qui diffusait un petit peu, on avait quelques sites sur Internet, et surtout on avait le Pride. À l'époque, le Pride qui était l'organisation de MMA qui était au-dessus de tout. Ouais. Et c'était chez le marchand de journaux, on achetait les DVD, c'était des DVD qu'on achetait à chaque fois qu'il y avait un événement qui sortait chez le marchand de journaux pour pouvoir regarder et suivre les événements. Et c'est ce que je regardais tout le temps avec mon père, j'aimais ça. Et du coup, en fait, moi, je suis parti en Angleterre, vivre en Angleterre, où j'ai joué aussi au rugby en Angleterre, à un très bon niveau. Et j'ai eu la chance d'avoir, enfin, j'ai des amis qui sont venus pratiquer donc le jiu-jitsu, faire une compétition de jiu-jitsu à, à Londres. Donc Samuel Monin, Karim, etc. Enfin, ils se reconnaîtront. Et du coup, ils sont venus chez moi et je suis parti voir donc cette compétition et ça m'a vraiment plu un petit peu ce petit truc-là. Et j'avais demandé comme ça un club sur Londres, s'ils connaissaient un contact sur Londres pour pouvoir pratiquer le jiu-jitsu. Et donc, je suis allé donc à cette salle-là, j'ai commencé à faire un petit peu de grappling, donc j'avais pas encore les équipements, etc. Et il faut savoir qu'ils faisaient aussi du MMA. Et donc, du coup, j'ai un peu essayé, histoire de faire un peu de sport en plus à côté. Et je suis vraiment tombé amoureux sur la pratique du MMA et du jiu-jitsu. Et donc, quand je suis rentré en France, ça fait 4 ans à Londres, quand je suis rentré en France, je suis tombé comme par hasard sur Aldric. Et donc là, Aldric, je parle avec lui, etc. Je le connaissais pas du tout, hein. Je savais pas ce qu'il faisait, ce qu'il avait, enfin, son palmarès, sa carrière, etc. Et de là, je lui disais, ouais, donc je cherchais un club de MMA, et c'est de là où il m'a parlé, oui, j'ai monté le Boxing Squad, c'était au début du Boxing Squad, vraiment au tout début. Juste pour la chronologie, à quelle époque, c'était en quelle année à peu près? Est-ce que tu te rappelles de ça? C'était en 2000, fin 2010, non, attends, c'était, ouais, c'est fin 2010, fin 2010, 2011, un peu comme ça, fin Ok. 2010, ouais. Ouais, ça remonte, hein, déjà. Il faut savoir que donc voilà, Aldric commençait à peine il venait d'ouvrir il y a quelques mois, presque un an, le Boxing Squad. Et de là, j'ai commencé avec lui. Hein, et donc du coup, entraînement. À la base, moi, je le faisais uniquement par loisir, parce que je continuais à jouer au rugby avec avant. Je Ah jouais oui, tu faisais les deux. Monaco, oui, voilà, Monaco avait monté une équipe, m'avait appelé pour pouvoir jouer avec eux, etc. Et du coup, voilà, je faisais vraiment les deux entraînements. Jusqu'au moment, voilà, où j'ai complètement laissé tomber le rugby parce que bon, les déplacements, etc., ça faisait un peu long. Et je me suis consacré qu'au MMA, en loisir. En fil en aiguille, c'est monté. Et du coup, t'as commencé par le pancras ou directement par le MMA? Ah, le pancras. Pancras, ok. Pour moi, c'était vraiment les premiers combats. C'était vraiment le pancras. Et quand j'ai commencé, c'était comment ça s'appelait l'organisation à Marseille, le PEF, je crois. Ouais, je crois que c'est PEF, un truc comme ça. Et après, c'était vraiment au GFA où je me suis développé, où il y avait d'ailleurs aussi Nassourdine Nimavov, Fares, Diam avec qui je combattais dans les mêmes cartes. Et c'est là où on s'est connus. C'est vraiment au GFA, au tout début.
C'est vrai que j'ai pas trop trouvé là, ta carrière amateur. T'as fait beaucoup de combats en amateur. Alors, j'ai fait quelques combats en amateur. Ouais, j'ai eu des compétitions à Marseille, à Nice. Et il faut savoir, pendant les compétitions, on faisait 3, 4 combats par jour. Donc, je sais plus combien j'en ai exactement en amateur. Peut-être, je me trompe pas, peut-être une quinzaine ou une vingtaine, je sais plus. Ok. En amateur. Donc, ouais, on faisait des compétitions la journée, enfin, durant toute la journée. Donc, c'était une bonne expérience. Et faut savoir que moi, c'est pas comme aujourd'hui où il y a souvent des compétitions amateurs, chose qui est bien. Mais avant, voilà, j'avais commencé comme ça. Moi j'avais une question par rapport aux amateurs. Je continue là-dessus, YR, ça te dérange pas? Parce que j'avais noté une question. Qu'est-ce que tu penses toi du coup dans le monde amateur, tout ce qui est ceinture, trash talk et même prime? T'en penses quoi de cette nouvelle génération d'amateurs Alors, parlons, voilà, à différents points que tu as soulignés. Les primes, tu parles par rapport aux primes financières, c'est ça? voilà, les primes financières, tu vois, Voilà, comme c'est une motivation. Faut savoir, faut pas se leurrer, hein. C'est la carotte devant l'âne, comme on dit. C'est la carotte qui fait avancer l'âne, et c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai que le fait d'être financier, pour eux, ça leur permet enfin, ça leur donne une motivation à continuer, etc., et à se pousser pour pouvoir peut-être gagner leur vie plus tard. Mais je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui. Si les organisations peuvent se le permettre, les sponsors peuvent le faire, c'est une très bonne chose pour les combattants amateurs. C'est toujours bien à prendre, quoi. Toujours bien. Après, en parlant de trash talking, moi, faut savoir, chose que j'ai dit durant ma dernière conférence de presse à Arès, moi, je suis à l'ancienne. Voilà, je suis un produit à l'ancienne où les trash talking, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop ça, mais parfois, il faut savoir remettre les gens en place. Après, il faut savoir que enfin, on va dire, cette mode-là est venue après McGregor, parce que voilà, c'est l'effet McGregor qui a fait que. Et aujourd'hui, McGregor, c'est pas simplement un nom, c'est une marque de fabrique, c'est complètement une marque. Tout le monde et tout le monde veut ressembler à ça. Après, on avait Doumbé en pied-point. Parce que bon, pas beaucoup de monde le connaissait en pied-point, mais il a toujours parlé, Doumbé, et là maintenant en MMA, il parle beaucoup. Donc tout le monde veut ressembler à ça, tout le monde veut avoir la lumière sur soi, mais il faut l'assumer dans le ring, dans la cage. Et c'est chose qui est très compliquée. Moi, j'ai envie de dire, prenez de l'expérience en tant qu'amateur, allez combattre, perdez des combats, gagnez des combats, apprenez de vos erreurs, rectifiez vos erreurs. Et à ce moment-là, quand vous avez une bonne position et que vous avez vraiment un nom, un amateur, qui voulait faire du trash talking pour attirer les sponsors, parce que ça marche comme ça aujourd'hui, attirer les sponsors, attirer des vues, attirer des followers, faites-le, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Voilà. Mais il faut savoir que c'est réservé à un petit pourcentage de combattants, parce que voilà, il faut être bon. Il faut être bon dans ça avant de parler, il faut être bon dans la cage et dans le ring, quoi, avant de faut pouvoir. assumer. Faut assumer. C'est ça. Et, et pour revenir sur ta carrière, tu fais si je dis pas de bêtises, ton premier combat professionnel en 2014, c'est ça? Honnêtement, je pense. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur ta apologie. Après, je sais pas si c'est vrai. Attends, non. Ouais, c'était à Marseille. Enfin, je sais plus exactement. Je crois que c'est en 2014, peut-être, ouais. Et ma question, c'était à quel moment t'as senti que tu pouvais faire quelque chose dans le MMA? À quelle période? Bonne question. Bonne question. J'ai vraiment ressenti ça parce que la première grosse, on va dire, expérience, enfin, on va dire gros combat et gros point qui a fait que on a dit qu'on peut aller plus loin, c'est vraiment le combat contre Junior Caranta. Voilà, Junior Caranta qui était un des prospects au niveau poids lourd européen, qui s'entraînait chez Fernand Lopez et qui était un MMA Factory, qui est suédois, que j'ai combattu au GFA en premier temps, que j'ai battu au GFA avec un Kimura aussi, enfin, ouais, une Kimura. Et ensuite que j'ai battu chez lui au Cage Warrior. Et c'est vraiment sur ce combat-là qu'on a dit, ouais, là, on va essayer d'aller plus loin. C'est vraiment le deuxième combat au Cage Warrior qui a fait que il y a eu ce petit déclic, quoi. Et il faut savoir que, Junior Caranta, c'était mon premier combat dans les règles du MMA dans une cage. Et sur tes premiers combats, t'as tout de suite adhéré à la bagarre entre guillemets. En fait, t'as eu du stress avant de rentrer ou t'es aussi une personne, nous on a eu qui avait pas de stress, c'est pas Baris nous a dit que lui il stressait pas. Est-ce que toi t'appréhendes tes combats, tu stresses, Il y a stressé, tu vois, on stresse tous, on a tous peur. Voilà. parce que là on a vu récemment, Tout le monde stresse et tout le monde a peur. Tout le monde. On est tous humains, on a tous deux mains, on a tous deux jambes. C'est ça qu'il faut savoir. Mais
il faut savoir que chacun a un niveau différent de gestion. Voilà, c'est vraiment la gestion. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le gérer beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Et chaque combattant a leur méthode pour pouvoir gérer ça. D'autres se renferment, d'autres vont rigoler, d'autres vont s'amuser, d'autres vont parler, enfin, voilà, il y a chacun sa méthode. Mais il faut savoir qu'on est tous humains, on est tous des animaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au moment où on a un défi qui va se mettre devant nous, qu'on doit se mettre en action, eh ben, il y a le cœur qui accélère, il y a tout ça qui se met, tout notre corps se met en alerte, et après, il faut savoir le gérer, ça. La peur est une bonne chose. Le stress est une bonne chose. Ça nous permet de nous laisser, de nous mettre aux aguets, voilà, par rapport à tout ce qui peut se passer. Mais la chose qui est très importante, c'est de savoir comment gérer ce stress et cette peur. Voilà. Et Je posais la question parce qu'on a vu aux IMAF l'adversaire de Sargis, il me semble, qui était angoissé et qui a pas combattu, il me semble, à YR, quand tu avais suivi les Oui, IMAF. oui, il a fait une crise d'angoisse juste avant de rentrer dans la cage. Mais moi, j'ai envie de dire, après, je veux pas critiquer, hein, attention, je suis pas là pour critiquer ni quoi que ce soit, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé en amont ou comment lui, il gère la chose. Je pense que son équipe aurait dû, en fait, plus travailler sur ça. C'est pour ça que c'est important à l'équipe de connaître ses combattants. Et avoir un préparateur mental. Parce qu'Aldric, voilà, pour moi, c'est ma référence. Et dans l'ensemble, la relation combattant-coach, c'est comme une relation de couple. Si tu veux que ça dure, il faut connaître son partenaire. Il faut savoir comment il réagit, il faut savoir comment lui parler, il faut savoir comment être réactif sur certaines choses. Et je pense que le coach, c'est un peu la même chose. Faut qu'il connaisse un peu son combattant. Et savoir le rassurer quand il faut le rassurer, savoir comment il faut lui parler. Il faut savoir quand il faut, enfin, les mots à avoir au moment venu. Et je pense que le coin peut-être n'a pas su vraiment le rassurer ou avoir les mots qu'il faut. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est lui en lui-même qui a pas su gérer. Mais bon, On ne saura jamais de toute façon. Donc, non, on saura jamais. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça va lui donner un déclic. Soit il arrête, soit il continue. Ouais. Mais s'il continue, ça va devenir une meilleure personne. Voilà, c'est vraiment, c'est des choses il faut avoir. Le MMA amateur aujourd'hui permet de pouvoir en fait rectifier ces petites choses. Et justement, tu parlais de gestion de stress tout à l'heure. Est-ce que toi, si tu peux le dire, hein, comment tu gères avant un combat ce stress justement? C'est quoi ta manière de gérer? Ma manière de gérer, c'est-à-dire que moi, je me mets en off. C'est-à-dire que le jour du fight, le jour même, je reste, on va dire, enfermé, je veux voir personne, je reste dans ma bulle. Voilà, je reste dans ma bulle, bah, je regarde ma télé pour des films ou des trucs comme ça, mon téléphone, etc. Pour me déconnecter un petit peu. Et après, j'essaie de me reposer un maximum, de me détendre, de bien respirer et surtout d'analyser les mille et mille façons que le combat peut se passer. C'est-à-dire vraiment se faire des films dans la tête de comment ça va se passer, comment réagir dans les moments comme ça, dans les moments durs, dans les moments faciles, dans les moments où on a l'avantage, dans les moments où on a le désavantage. Et moi, voilà, je me renferme vraiment. Je reste vraiment dans ma bulle. Vraiment focus dans ma bulle, à l'écoute de mes coachs, comme Jean-Marc Lesca et Greg Cassata. Et après, focus sur l'objectif c'est là, quoi. De rentrer dans la cage et de faire le travail. Et c'est quel combat justement où t'as le plus appréhendé? Est-ce que c'était par exemple Thomas Spinal parce que c'était les portes de l'UFC? Quel combat où t'as eu le plus de pression avant de combattre? Ah, c'était mon premier combat. Mon premier combat. Mon premier combat, c'était parce qu'avant, à l'époque, il y avait Combat Sport. C'était une chaîne donc qui retransmettait, enfin, avec les interviews, qui parlait un peu du MMA et de tous les sports de combat. Et c'était vraiment ça parce que du monde amateur, du monde amateur. Pas trop connu le monde amateur comme il est aujourd'hui, mais en amateur, on avait personne, on avait une salle, quelqu'un au micro qui appelait notre nom, on allait combattre, on n'avait pas les caméras, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que le combat pro, quand il y avait les caméras, quand il y avait du monde qui était là vraiment pour regarder le combat, ça m'a mis un stress énorme, un énorme stress. Et j'en ai vomi après le combat, quoi. J'en ai vraiment vomi après le combat. Dès que le combat est terminé, je suis parti, j'ai vomi directement, quoi. Ouais, gros stress. Et quel est ton rapport à la défaite, toi? Parce que j'aime bien poser cette question aux combattants qui ont déjà connu la défaite. Il y en a qui le prennent bien, ça leur sert pour avancer. Et il y en a qui en souffrent. Toi, tu les as prises comment tes premières défaites? Ma première défaite, j'en ai pas dormi pendant 4-5 mois, je crois. 4-5 mois, et je te cache pas, vraiment 4-5 mois où j'étais vraiment pas bien.
Et après, il faut relativiser. Il faut savoir que voilà, c'est un sport où on apprend de ses erreurs. Il faut savoir en fait décortiquer la chose. Et en tant que, enfin, même dans la victoire ou dans la défaite, il faut toujours décortiquer le combat et prendre ce qu'il y a de bon, le garder, l'améliorer et gommer ce qui a été Ouais. mauvais. Mais après, moi, je suis du genre, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. J'ai 38 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le MMA. J'ai eu mon pic, en fait. Et c'est vraiment après la défaite de Thomas Pinal où ça commence un peu à descendre. J'ai eu mon pic et il faut savoir qu'aujourd'hui, je fais ça pour moi. Je fais ça pour pousser mes limites. Je fais ça aujourd'hui, voilà, aussi essayer d'espérer d'aller beaucoup plus loin, attention. Mais les gens le prennent mal parce que ils déçoivent des gens qui ne connaissent pas, des followers qui ne connaissent pas. Moi, aujourd'hui, je n'en suis pas là. Aujourd'hui, voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est envers mes coachs, et envers ma famille qui sont là pour me supporter et d'être meilleur plus tard, d'être meilleur et donner le maximum. Mais après, c'est vrai qu'une défaite, c'est toujours dur. C'est très, très, très dur à avaler. Mais après, il faut vraiment, comme je dis, décortiquer toutes les choses et savoir prendre le meilleur de ce qu'on a fait et changer le mal et avancer et s'améliorer au maximum. Et justement, là, on va parler d'âge, là, on va pas faire comme Mbappé. Dans le chat, il y en a, il a demandé, tu peux lui demander le prime d'un être humain à autour de quel âge? Donc, en MMA, en tout cas. Pour toi, à quel âge t'as été à ton prime et tu dis là, je suis au top de mes Alors, capacités. faut savoir qu'aujourd'hui, je me sens très bien à tous les niveaux, enfin, au niveau de l'expérience, au niveau de mon jiu-jitsu, au niveau de ma boxe, au niveau de ma lutte. C'est vrai que le corps aujourd'hui c'est un peu plus compliqué pour la récupération, mais chaque personne est différente. Voilà, à ce niveau-là, moi, quand on me pose la question quand est-ce que tu vas arrêter le MMA, je dis quand mon corps dira stop. Voilà, quand mon corps dira stop, ben, j'arrêterai. Pour le moment, j'ai envie d'en découdre encore et d'avancer. Et voilà, chacun est différent. Et après, pour revenir à par rapport à moi, moi, enfin, on va dire si j'avais cette expérience que j'ai aujourd'hui sur et quand j'avais on va dire 32 ans, 33 ans, bah c'est sûr que ça aurait pas été le même aujourd'hui. Mais après voilà, c'est l'expérience qui m'a amené là aujourd'hui, c'est les combats qui m'ont amené là aujourd'hui, c'est les défaites, les victoires et je pense que je changerais rien. Donc, tu as combattu à Spinal aussi en 2019 au Cage Warrior. À ce moment-là, comment tu l'as perçu, toi? Tu savais que c'était un prospect ou pas du Non, tout? parce que Il était voilà, on perçu connaît pas les comment? personnes aujourd'hui, ils sont là, demain ils sont au top niveau. Oui. Il faut savoir que moi, quand j'ai pris Aspinal, il était surtout pas au niveau qu'il est aujourd'hui. Au niveau physique, au niveau expérience, tout ça, c'est pas du tout le même. Avant, voilà, c'était pas quelqu'un de connu, donc du coup, moi, je l'ai pris uniquement comme un combat, comme tous les combats. Quelqu'un que j'ai pris au sérieux, on a étudié, etc. Et j'ai fait la prépa en conséquence. Mais non, non, j'avais pas forcément d'appréhension, de stress par rapport à ce combat-là. Et du coup, t'as fait ce combat contre Espinal, grosse blessure. 10 mois après, tu reviens contre Regreg, il me semble, Ouais. à l'ARES. Et là, t'as une défaite contre Regreg. Et ce que je voulais savoir, justement, en parlant de Regreg, ça m'avait fait penser à Ngannou. Et je tombais sur une interview où tu disais que tu t'étais entraîné avec Ngannou, Cyril Gane. Qu'est-ce que t'as appris avec eux? Quels sont les tips que tu as pu apprendre, que ce soit avec Ngannou ou Cyril Gane, comment tu as pu évoluer avec eux? Bah, en fait, ce que tu apprends, c'est que tu touches des gens qui sont dans le monde professionnel plus, voilà. C'est comme une équipe de Ligue 1 enfin, quand demain elle va jouer en Ligue des Champions. Tu vois, tu dis, putain, ouais, le ballon il va plus vite, les joueurs se déplacent plus vite, les placements sont plus les mêmes, le cadrage c'est plus le même. Bah, c'est exactement la même chose quand on s'entraîne avec des gens de cette expérience-là, on se dit, ah ouais, c'est ça un peu ça le haut niveau. Faut savoir qu'après moi, quand je me suis entraîné avec Ngannou et Cyril Gane, ils commençaient dans le circuit UFC. Et aujourd'hui, c'est vraiment des machines de guerre. Mais déjà, j'avais pu sentir vraiment le niveau et la rigueur, enfin la dureté du personnage. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je passe la seconde et que je m'entraîne beaucoup plus dur. Pour arriver à ce niveau? Voilà. Mais Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est des il y a moteurs, en beaucoup fait. de... Je te laisse finir, excuse-moi. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de rigueur, tout ça, et les gens
pense que Cyril Gane est un flemmard, tout ça. Justement, toi, tu peux en dire quoi? Cyril Gane, c'est une machine. Cyril Gane, c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Et il faut savoir, voilà, je rassemble un peu tout, c'est que les gens n'aperçoivent que la face extérieure de l'iceberg, ils vont pas percevoir la face cachée. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment les gens qui sont dans le MMA qui peuvent comprendre ça. Tous les sacrifices, tous les travails. Quand on se lève le matin, qu'on a mal, qu'on doit aller s'entraîner, quand on doit après, on rentre à la maison, qu'on a mal, on a fait un sparring, on a fait un gros entraînement, qu'on a un peu mal de partout, qu'on doit faire redescendre un peu tout ça et qu'on doit repartir encore à l'entraînement l'après-midi, retravailler encore et qu'on refait encore un travail un peu plus technique le soir, c'est très compliqué, ça demande du sérieux, de la rigueur, une bonne hygiène de vie, etc. Et il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde. Sinon, tout le monde serait au top niveau aujourd'hui. Il faut savoir que c'est des mecs, s'ils sont là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des gens qui travaillent, des gens qui ont travaillé avant et qui se sont donné la peine de pouvoir arriver jusque-là. Les gens qui regardent le MMA à la télé et qui se disent oui, mais bon, lui, il est bidon, etc. C'est, non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre le sport en lui-même, je dirais même c'est dans tous les sports. Hein. Il faut vraiment pouvoir critiquer profondément. C'est-à-dire que si Cyril Gane, il a perdu un combat, c'est pas grave. Il a travaillé, il a fait ce qu'il faut. Il y a eu peut-être des petits trucs qui ont fait qu'il n'a pas été bon à ce moment-là. Eh ben, il a rectifié les choses, il est venu bon au bon moment. C'est la même chose dans Ngannou, voilà, en boxe, quand il a combattu en boxe anglaise. Ça fait pas de lui quelqu'un de nul, ça reste de lui, enfin, ça reste quelqu'un, un bosseur, un travailleur avec une grosse rigueur, et les gens ne se rendent pas compte de tout ça. Bah, le problème du MMA, c'est que c'est un sport à mémoire à court terme. Quand il y a souvent un poids lourd, il combat une fois par an, voire deux fois par an, c'est une défaite, les gens ils retiennent rapidement. C'est pas comme un club de foot où il perd ce week-end, il se rattrape la semaine d'après. Et ça c'est dommage. Juste question du chat, pourquoi tu as quitté le Factory d'ailleurs? Quelqu'un qui demande ça. Alors, j'ai pas été au MMA Factory, j'étais au Management Factory. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je montais de temps en temps à Paris à mes frais, hein, c'est comme ça qu'on faisait avant. Je montais pendant une semaine, des choses comme ça, où je prenais une petite chambre et je m'entraînais tous les jours là-bas. Mais parce que j'étais voilà affilié au Management Factory. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Resilient Management. Pourquoi changer? Parce que déjà en premier temps, j'avais pas forcément vraiment un management au-dessus de moi. J'avais Eldrick Cassata qui gérait tout ça. Il faut savoir que quand j'ai commencé moi, ça commençait à peine, tout ce qui est management, tout ce truc-là, c'était pas encore vraiment développé. Il n'y a pas beaucoup de choses comme aujourd'hui. Et le resilient management commençait à peine un peu à se développer. Et donc à ce moment-là, moi, comme je commençais un peu à rentrer dans le circuit comme Cage Warrior, enfin les grosses choses, j'avais besoin vraiment d'une équipe de management derrière moi pour pouvoir négocier les contrats et trouver des contrats. Et avec l'autorisation d'Aldric, après avoir discuté avec Aldric, j'ai signé avec le Management Factory. Et après, j'ai décidé de ne pas poursuivre mon contrat parce que j'ai un contrat de 3 ans. Tout simplement parce que Fernand Lopez, voilà, c'est pas quelqu'un qui alors on va faire la parenthèse par rapport à ça, pour que les gens comprennent. Fernand Lopez, en me concernant, dans le management, c'est pas quelqu'un qui me faut. Dans le coaching, c'est quelqu'un qui est très bon. Voilà. Mais dans le management, moi, je le recommande pas. Voilà, je le dis haut et fort. J'ai rien contre lui, aujourd'hui c'est effacé. Mais en tant que manager, pour moi, ça me correspond pas du tout. Et ça n'a pas correspondu à beaucoup de personnes. Après, en tant que coach, c'est différent. Et après, donc après la fin de contrat, j'ai signé donc avec le Resident Management, qui est géré aussi avec Ok, juste, je te laisse la parole après. Eric Fight, je finis avec les questions du chat. Il y a quelqu'un qui demande aussi quel a été le combat le plus dur entre Oumar Khan et Aspinall. Et après, on va prendre nos questions qu'on avait préparées. Alors, faut savoir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop discuté par rapport à ça. La blessure, c'est vrai que ça m'a beaucoup mis en bas. Il faut savoir que j'ai fait ça en février et que j'ai recombattu au mois de décembre. Très court. Beaucoup de médecins m'ont dit, ah, c'est impossible, etc. Mais moi, c'était un défi personnel. C'est-à-dire que c'est là où je dis, voilà, les gens ne voient pas forcément la face cachée de l'iceberg. J'ai beaucoup souffert, hein. J'étais tout seul, j'ai beaucoup souffert. J'allais chez le kiné du lundi au vendredi tous les matins.
tous les matins. J'ai subi 4 opérations. Et après les 4 opérations, j'ai fait la rééducation. Donc, tous les jours, le kiné, pour pouvoir recommencer les entraînements à partir du mois d'octobre. Et il faut savoir que la première des choses, moi, quand on m'a proposé le regret, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et peu importe. Demain, si on me proposait, on va dire, même John Jones aujourd'hui, j'aurais dit oui. Moi, j'aurais dit oui. Il faut quand même réfléchir dans le sens que, pour moi, la première des victoires, c'était de re-rentrer dans la cage. Voilà, pour moi, c'est la première des victoires. Donc, du coup, pour moi, j'ai pas forcément réfléchi qui, quoi, comment. Et donc, je suis allé. Après, j'ai jamais refusé qui que ce soit. Et il faut savoir que quand j'ai combattu Regreg, j'étais à 102 kilos. Voilà, alors qu'aujourd'hui, je suis à 116 kilos. Déjà, c'est énorme, c'est une grosse différence. Et moi, je dis toujours aujourd'hui, je le dis encore haut et fort, si je prends Regreg aujourd'hui, c'est plus la même. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc Regreg, ouais, je l'ai pris, j'étais à 102 kilos. Quand je suis arrivé dans la cage, j'ai eu comme un film, c'est-à-dire que en gros, je savais plus comment envoyer un coup de poing. Enfin, je veux dire, tu as le cerveau qui se bloque. Et j'étais pas forcément, voilà, c'était pas le moment de revenir. Je suis revenu trop tôt alors qu'il fallait pas. Et surtout face à Regreg. Surtout face à Regreg. Regreg, tu peux pas aller quand t'es à 95%. Regreg, il faut aller quand t'es à 2000%, quoi. Donc voilà, c'est vrai que, et ça m'a fait réfléchir aussi du fait qu'il faut être patient. Il faut être patient et il faut aller au combat au moment où il faut être vraiment prêt. Ouais, faut être un taureau dans la cage, mais des fois, faut savoir attendre le bon Voilà, moment. patient pour bien cibler, ouais. Tout à fait. Faut pas forcément courir et envoyer la tête n'importe comment. Et du coup, avec ta blessure, t'as eu de grosses appréhensions ou pas, les premiers combats après ta blessure? Moi, alors, faut savoir qu'au niveau physique, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles, hein, j'ai des problèmes, je vais voir des fois le kiné, etc., et je me suis adapté, et j'ai changé ma manière de bouger. Mais il faut savoir que par rapport à la blessure, j'ai eu beaucoup de temps avant de vraiment pouvoir envoyer ma jambe. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je peux te dire, j'ai pas peur de même taper sur des portes ou taper sur des piliers parce que je sais que si ça casse, ça partira, quoi. Voilà, parce que j'ai une tige qui se trouve à l'intérieur de mon os, à l'intérieur, donc qui est là encore. Et bon, je pense que je vais l'enlever après ma carrière, mais voilà. Et juste maintenant, pour un peu être à la place d'un combattant comme toi de MMA, comment t'arrives à gérer quand t'es à ton prime les entraînements, la blessure, le kiné, la famille, le travail? Parce que au début, même quand t'es à ton prime, il y a des organes qui payent pas énormément, tu dois quand même travailler à côté. Donc comment ta journée elle se compose dans tout ça pour réussir à tout gérer? Bah, c'est très dur. C'est pour ça que dans la tête, il faut être bien. Déjà, il faut avoir un bon entourage, c'est super important, très très important. Moi, à ce moment-là, moi, j'ai pas eu forcément un bon entourage. Je parle au niveau couple. Et aujourd'hui, bah, c'est complètement différent parce qu'aujourd'hui, je suis avec une femme exceptionnelle. Et franchement, ça aide énormément, hein. Moi, je le dis, c'est-à-dire que demain, écoutez-moi bien, si vous avez une femme qui vous casse la tête et qui est pas compréhensible et que vous voulez vraiment percer dans le mode professionnel, restez célibataire. Quittez-la. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous dire par rapport à ça. T'as compris, Fight? Je gérer tout ça, c'est que vraiment, voilà, j'allais un peu, j'allais, tu t'organises par rapport à tout ça. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui comprenait par rapport à ce que je voulais faire et l'objectif que j'avais et qui me laissait de temps par rapport à mes entraînements. Ma famille, quand j'étais en pleine préparation, ben, je les voyais pas trop et ils le comprenaient très très bien. Mais après voilà, s'il faut savoir jongler, et c'est vrai que de mon temps à moi, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas forcément les sponsors qui étaient là. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour certains parce qu'il y a les sponsors qui leur permettent de pouvoir pleinement de leur sport. Mais avant, ouais, c'était un peu compliqué de pouvoir gérer un peu tout ça, mais il fallait le faire. Et c'était notre organisation. Parce que juste pour revenir vite fait sur le Cage Warrior, je sais plus quel combattant français avait dit ça, comme quoi le Cage Warrior, ça paye pas énorme, et des fois juste les frais d'y aller, les frais d'entraînement, ça couvre même pas ce que Non. Alors, faut savoir que il y a, au niveau des préparations, on a deux choix. Soit on va prendre quelqu'un qu'on va financer et qui va faire notre prépa physique, voilà, ou notre prépa mentale avec les kinés, etc., etc. Ou soit, voilà, on reste avec notre coach, on fait notre truc, et après, il y a un pourcentage sur la prime qui est versé. Moi,
Avant, plus maintenant, mais avant, j'étais toujours avec mon Aldric Cassata, je faisais mes prépas à l'entraînement, je faisais mes trucs à l'entraînement, etc. Du coup, j'ai pas forcément de frais, pardon, par rapport à la préparation. Ensuite, au niveau des déplacements pour aller combattre, hôtel, etc., c'est pris en charge par l'organisation. C'est eux qui prennent le billet d'avion, le transport aéroport, hôtel, aéroport pour le retour, et les chambres d'hôtel. Voilà, la seule chose qu'on a à payer, c'est ce qu'on va manger. Mais sinon, tout est pris en charge. Toutes les organisations font ça aujourd'hui. Tout est pris en charge. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres organisations comme Ares ou PFL, etc., où on a une petite bourse qui peut rentrer notre la nourriture qu'on achète en nourriture tous les jours, quoi. Nos dépenses journalières. Ok. Et tu as fait quand même pas mal d'organisations, notamment des prestigieuses, le PFL, le Cage Warrior, l'ARES, l'UAE Warrior, le COF. Et laquelle des organisations accueille le mieux? Je parle pas financièrement, hein, mais te met le plus à l'aise au niveau des logements, au niveau de l'accueil, vraiment. Ah bah, moi, j'ai envie de dire l'Octagone, L'Octagone, j'ai oublié, oui. Ouais, l'Octagone et le PFL, ils s'en foutent de qui tu es, ils vont te traiter de la même manière. C'est vraiment top parce que ils te mettent, je prends l'exemple du PFL, le PFL, ils te mettent quelqu'un, voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui va gérer deux combattants, ou trois, je crois, deux ou trois combattants. Tu as besoin de quelque chose, il est là, il est à l'écoute, il te renseigne, etc. Il t'est vraiment bien accueilli, il t'appelle quand tu as des rendez-vous pour les interviews, pour les peser, pour les signatures, X choses, pour les photos, etc. Et c'est vrai que le PFL, franchement, ils sont bien par rapport à ça parce que peu importe qui tu es, t'es bien traité. Voilà, faut savoir qu'après, quand tu rentres dans certaines organisations, si tu es au top de la liste, bah, tu seras beaucoup mieux traité, beaucoup mieux vu. Mais moi, je trouve que le PFL, ouais, ils sont très très bien. Mais Ares sont très cool aussi, hein. Ares, franchement, il y a une équipe formidable derrière Ares, qui est vraiment top, top, top. Ouais, c'est l'équipe de l'ombre, hein, et franchement, je les remercie encore parce qu'ils font vraiment un travail excellent. Ils sont à l'écoute, ils répondent au téléphone, ils répondent aux emails, ils sont très réactifs. Donc voilà, c'est vraiment top. Moi, ce qui m'impressionne toujours dans les orgas, c'est l'octagone, les shows qu'ils font, mais c'est incroyable. Ah ouais, c'est En fait, impressionnant. ouais, en fait, moi, on en parle souvent, et il y en a beaucoup qui regardent vraiment que l'UFC et un peu de MMA français. Et ce que je trouve assez dommage, moi, je trouve en France, c'est qu'on n'est pas assez derrière nos orgas françaises. Et quand tu regardes les Allemands ou les Polonais qui sont derrière le KSW ou l'octagone, ils remplissent des stades avec leur orga. Et j'ai l'impression que nous, les supporters français, on n'est pas assez derrière, on n'est pas assez nombreux derrière nos orgas françaises, tu vois. Parce que le MMA est jeune Ouais. en France. Voilà, ça, pour résumer un peu par rapport à ce que tu dis, c'est que les gens ne connaissent pas encore le MMA. Ça a pris une ampleur énorme, chose qui est superbe. Mais aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont encore concernés, qui connaissent un peu ça, parce que dans les médias français, ils n'en parlent pas. Voilà. La chose dont on va le voir, c'est RMC Sport ou Canal Plus quand il y a les événements de Arrête parce qu'ils ont signé. Mais c'est que RMC Sport. Et personne de là, RMC Sport, mis à part les gens qui suivent le MMA. Ouais, Voilà. c'est Si tu ça. n'as pas le MMA, tu n'as pas RMC Sport. Parce qu'avant, tu avais le foot, etc. Donc tout le monde l'avait. Mais aujourd'hui, RMC Sport, c'est uniquement les gens qui suivent les sports de combat et le MMA en général. Et il faut que un peu de temps, et ça va inculquer. En Allemagne, en Slovénie, en République tchèque, etc., ça fait des années qu'ils vont faire. Donc les gens, ils sont friands de tout ça. Et en plus, c'est un peuple, je dirais comme la République tchèque ou n'importe quoi, qui aime les sports de contact, les sports de combat, et qui aiment ça. Donc ils aiment le hockey sur glace, etc. Ils kiffent ça. Donc du coup, c'est vrai que les gens, quand il y a des gros événements de MMA, ils se déplacent, ils jouent le jeu. Bah, ce qui est dommage aussi en France, c'est l'ARCOM, tu vois, comme on avait avec RMC, où c'est que à partir de 20h30 que tu as le droit de diffuser du sport de combat, parce que RMC, ils font plein d'efforts quand même, parce qu'ils Ah diffusent oui, bien sûr. pratiquement, tu vois, ils sont à fond pour pouvoir promouvoir le MMA. Sport, hein. Merci RMC Sport parce que c'est grâce à eux que la notoriété du MMA a grandi en France, hein. Ah ouais, c'est clair, même dans le monde amateur, hein. Avant 20h30, ils mettent sur Twitch aussi, donc c'est très bien, hein. Ouais, mais à 22h, ils doivent couper à Twitch. Ouais. Mm. À 22h, ils doivent couper parce que bon, ils ont des normes françaises. Bon, après, j'ai envil de dire, voilà, il y a eu du temps pour légaliser les MMA, il va y avoir du temps maintenant pour pouvoir faire les diffusions en France. Encore, heureusement qu'il y a l'équipe 21 aussi, où le soir, les gens regardent un petit peu les diffusions des anciens combats. Mais je pense qu'il faut un peu de temps parce qu'ils sont jeunes.
enfin, quand ils sont jeunes. C'est-à-dire, le public français est jeune et ne connaissent pas forcément ce sport-là. Et en parlant de jeunes, justement, et en parlant d'Adrien Cassata, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération, là, du Boxing Squad, là, Virgil Hogan, Axel Sola, Barry, tout cela, tu les côtoies assez souvent? J'ai envie de parler des deux générations qui vont suivre, parce qu'on a notre prochaine Ouais, génération après moi, qui est Virgil Hogan, Axel Sola, Barry Saldiguzel, Ilyes Broly, qui sont des tueurs, et encore, moi, je les vois tous les jours, l'amélioration qu'ils ont de jour en jour. Des fois, je commente un peu les stories, je dis, mais les gars, vous êtes devenus des tueurs, parce que c'est vrai que même à l'entraînement, ils m'impressionnent. Les mecs, ils s'améliorent tout le temps. Il faut les voir, quoi. C'est impressionnant et c'est dur. je rassure. Dur à suivre avec ces gars-là, ces gens-là. Et un jour, j'en ai parlé à Virgile, j'ai attrapé Virgile, j'ai dit, franchement, Virgile, tu sais, je sors pas le violon, etc. Mais Virgile, franchement, t'es un métronome, parce que le mec, il nous pousse à l'entraînement. Il faut savoir que voilà, cette génération, elle pousse les nouveaux et les anciens. La génération juste avant moi. Et c'est des gens qui motivent parce qu'ils sont là, c'est des bosseurs, ils travaillent très dur, ils vont chercher le détail, comme Axel Sola, qui est un physicien du MMA, j'ai envie de dire, parce qu'il va chercher le détail. Et c'est très beau à voir. Virgile, qui est vraiment un métronome, parce qu'il se plaint pas, il est là, il travaille, tu le vois à l'entraînement, il est toujours présent, il est incroyable. Franchement, je suis pas quelqu'un qui sort le violon, comme je dis, ou qui lance des fleurs pour parler pour rien dire. Mais c'est quelqu'un qui impose le respect dans l'entraînement et dans ce qu'il fait, quoi. Franchement, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Et après, il y a la seconde génération qui est encore derrière, qui est là, et attention, ne clignez pas des yeux. Thomas Meurice, Théo Meurice, Kalim, Orges, qui sont des maestros déjà à niveau, hein, en mode amateur. Et c'est des gens, voilà, quand ils vont goûter, enfin, quand ils vont commencer dans le circuit professionnel, ils vont faire de gros dégâts. Bah, en fait, le Boxing Squad, c'est un créateur de monstres, quoi, en fait. C'est avec des monstres, le Boxing Squad. Un créateur de monstres parce que voilà, on a affaire à quelqu'un qui est Aldric Cassata, qui qui est un meneur, qui est un leader, qui est pas forcément un dictateur, qui est là à dire ouais les gars, faites ça en entraînement, faites comme si non. C'est quelqu'un qui va porter le maillot, comme on dit, qui va être là avec nous, avec Jean-Marc Tosca aussi. En fait, on a une équipe investie qui fait que on peut que s'améliorer. On a une équipe, voilà, Jean-Marc Tosca, Aldric Cassata, on a Jérôme Vollerin aussi qui s'occupe de certains. Enfin, c'est des gens qui sont tellement impliqués et qui nous poussent et avec leur science aussi, leur connaissance, on peut que s'améliorer. Enfin, tout le monde peut s'améliorer et être très bon. Et aujourd'hui, et je suis très content, on recommence à craindre le boxing squad parce que voilà, je savais que c'est un peu dur le mot que je dis, mais avant, quand on se déplaçait à l'époque, les anciens, Miguel Haro, Thibaut Collel, Stéphane Guérazi, etc., Christopher Jacquelin qui combattait, on avait peur du boxing squad. Ensuite, ça a un peu baissé tout ça. Et là, on a eu un second souffle, voilà, on a eu une nouvelle salle, etc., de nouvelles structures, nouveau système d'entraînement, etc., où Aldric se met toujours à jour. Et aujourd'hui, je peux te dire, en Europe, le boxing squad est craint et connu aussi, voilà, connu mondialement grâce à Manon Fiorot, Aldric Cassata, et en Europe, grâce à Axel Sola, Virgil Hogan et Barry Saldiguzel aussi. Et il faut savoir qu'on est craint aujourd'hui et tout le monde veut venir faire des camps chez nous. Voilà, les gens du Japon, d'Australie. Enfin, aujourd'hui, les gens veulent se déplacer pour pouvoir s'entraîner avec nous. Et quand je vois certains s'entraîner avec nous, ils nous disent ouais, mais franchement, vous avez une usine, les gars, c'est ça qui est plaisant parce que voilà, on n'est pas là pour rigoler, on s'entraîne très bien. Et bientôt la nouvelle salle, quoi, aussi. Donc, Exactement, voilà, très gros projet du Boxing Squad, Aldric Cassata, voilà, qui fait des pieds et des mains, et qui a vraiment investi à 10 000%, et je le remercie par rapport à ça. Et non, c'est vrai que la prochaine salle, ça va être quelque chose d'énorme, d'énorme. ça lui plaît cette discussion avec Greg Fight parce qu'il est niçois aussi. À qui? Greg il est niçois. D'accord. Pas niçois, mais juste à côté. Ouais. Juste à côté. Pareil. Ah ouais, non, ça va être un gros, très gros complexe, donc ouais, je pense que là, ça va être vraiment une usine à champion. Et on peut te revoir quand à la reste, du coup, t'as un combat de prévu, une date, t'aimerais quand? Alors oui, il faut savoir qu'il y a le Ramadan qui tombe dans très peu de temps. Il faut savoir que énormément de combattants vont se mettre un peu en off. Mais moi, après, voilà, j'ai pas encore vraiment rediscuté avec Ares. Il faut savoir que c'est mon dernier combat avec eux dans mon contrat. Et Okay. on n'a pas encore vraiment relancé, discuté, etc. Mais ils veulent peut-être
avril ou mai. Voilà. Et une revanche contre Bullock, ça te tenterait? Moi, tout me tente. Voilà, si demain on m'appelle pour une ceinture, bien sûr que je dis oui. Moi aujourd'hui, voilà, humblement, je le dis, c'est pas ma place. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, à ce jour-là, aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui le mérite avant moi. J'ai envie de dire, voilà, les sous méritent, je pense, de pouvoir combattre contre lui. Et moi, c'est pas trop contre Bullock parce que j'aimerais faire la ceinture, mais c'est vraiment contre les sous. Parce que je reste encore Oui, mais j'avais vu ce combat, envers. il y a quand même 2 ou 3 coups dans les parties. Ouais. Je vais pas te mentir, ça m'a pas mal énervé. Parce que ça a un petit peu gâché le combat, je trouve. Ouais, parce que Honnêtement. je très bien et franchement, ça m'a coupé au niveau du souffle. J'avais mal. À la fin du combat, j'arrivais plus à marcher. Quand je suis sorti, que ça refroidit, j'arrivais plus à marcher de douleur. C'est vrai que ça m'a beaucoup handicapé. Ça m'a coupé un peu le souffle. Après, c'est pas l'excuse, hein, je fais une erreur à la fin du combat. Mais bon, peut-être que si j'aurais pas eu ça, s'il y avait pas eu ça, enfin, peut-être que ça rechangeait la donne. Mais bon, maintenant, je vais pas refaire le combat 1000 fois. Je veux juste une revanche contre lui et j'aimerais beaucoup avoir la revanche contre lui. Après, le combat contre Bullock, il était sympa à voir quand même, hein. Il y avait quand même un, On va avoir et ouais, c'est vrai qu'il faut savoir que la pression, j'ai un peu mal géré ce combat-là. Il a été meilleur que moi, il en voulait beaucoup plus, il a fait ce qu'il faut. Et Bullock, c'est mon ami, hein, ça reste un très bon pote, quelqu'un que je respecte énormément. Et après, voilà, il a cette mentalité, quand il faut aller au charbon, on va au charbon, et après, c'est tout. Surtout que Bullock, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, parce que j'ai à peu près le même gabarit que lui, tu vois, j'ai un peu de vide, et je me dis, on en avait parlé avec Big Morel, Anthony Big Morel, je sais pas si c'est un poids lourd de l'Hexagone. Ouais. Là, on a parlé avec lui, il Ah a oui, dit, ouais, je vois qui c'est. ouais, il a dit, moi, j'aime bien Bullock, parce que t'arrives, t'es jugé, dès que t'arrives devant les gens, t'es jugé, t'as ton vide, t'es là, et tu fais des dingueries, tu peux tuer quelqu'un, quoi. Donc, Ah, mais Bullock, faut savoir que, ouais, malgré son gabarit, c'est quelqu'un qui a énormément de force, je peux le dire. Il a beaucoup de force. Et il bouge très bien pour son gabarit. Ouais, mais il est souple aussi. Oui. Il est souple parce que pour avoir un sol comme il a, parce qu'il a quand même un bon sol, hein, Bullock, c'est pas mal, hein. Après, moi, j'ai jamais trop vu son sol, pur sol. Hein. Je fais du grappling et du jiu-jitsu. Je sais pas du tout comment il est parce que j'ai pas forcément vu ça. Mais après, non, c'est quelqu'un qui a des bonnes positions, etc. Hein. en plus, il parlait de venir s'entraîner, apparemment, Il est déjà venu. Il est déjà venu. Il est déjà venu s'entraîner. On avait tourné rapidement ensemble, mais que en boxe anglaise et en travail de cage control très rapide. Mais ouais, on s'est entraîné une seule fois ensemble. Mais ma foi, c'est des gens, beaucoup de gens qui ont resté en contact. Et ils savent très bien que Aldric, mais c'est pas quelqu'un qui ferme la porte. Et au contraire, la porte est ouverte. Ah ouais, ça, c'est bien. Et du coup, Boxing Squad, tu es dit Manon Fiorot. C'est quoi ton pronostic là pour Manon Fiorot pour la ceinture? Feu d'artifice. Voilà, t'es obligé de dire ça. Ah, feu d'artifice. Les gars, vous connaissez pas Manon Fiorot. Et quand je vous dis The Beast, et que vraiment elle se transforme en bête, Manon Fiorot, c'est quelqu'un, comment la décrire? Un cerveau, 14 poumons et 10 cœurs. Voilà, c'est une machine de guerre et honnêtement, elle est incroyable. Enfin, moi qui l'ai vu de temps en temps s'entraîner, c'est beau à voir. C'est très beau à voir. Les gens qui sont amateurs de MMA, de sport de combat, de voir quelqu'un à ce niveau-là s'entraîner, c'est magnifique. Qui est là, qui lâche pas, qui se relève, qui repart, qui reboxe, qui tape. Et ce qu'elle s'inflige au niveau entraînement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est le genre de personne qui va bouder si elle va pas s'entraîner. C'est le genre de personne qui va, quand elle se lève, si elle va pas courir ou quoi que ce soit, ben elle va bouder. Et c'est incroyable la discipline qu'elle a et c'est naturel chez elle. C'est naturel. C'est vraiment une machine de guerre. Juste pour rester du coup sur Manon Fiorot, parce que je pense pas qu'on aura l'occasion, je sais même pas si elle est sur TikTok, de l'interviewer, mais avec qui elle fait ses sparring en fait? Parce que la MMA féminine c'est assez limité, mais avec qui c'est qui ses sparring partners où elle arrive à monter le niveau comme ça? Elle tourne souvent avec Théo Meurice. Voilà, Théo Meurice qui a un excellent sol au niveau du MMA, etc., qui a de très bonnes positions et qui a un très bon œil, qui s'entraîne beaucoup. Il y a aussi Miguel Haro, voilà, qui est à Santa Muerte, qui est très très bon dans la MMA. Et il faut savoir qu'en tant que femme, quand tu prends un Miguel Haro dans la tête, ça fait mal. Et Qui combat bientôt d'ailleurs. oui, qui combat bateau à l'Hexagone, exactement, ouais, ça va être un très beau combat.
Et il faut savoir que non, Manon, c'est pas la personne qui va aller dans la facilité. Voilà, elle prépare son sol avec Flavio. Elle s'entraîne très très dur au niveau de ses sparring. Non, c'est quelqu'un qui met toutes ses chances de son côté elle a ça en elle. Voilà, c'est dans son sang. Là. Elle a ça en Et elle. t'en penses quoi de Barry Sadi-Güzel? Il est dans le live si jamais tu peux, tu peux le Marie critiquer. Sadi Guzel, bah, laisse tomber, ne parle même pas de Non, Marie Sadi Guzel, voilà, c'est après comme je dis toujours, je sors pas les violons, mais Barry Sadi Guzel, c'est quelqu'un qui est à la salle, que j'ai vu aussi, je vais pas dire qu'on a commencé ensemble, mais au début que j'ai vu évoluer, et quand je le vois aujourd'hui, enfin franchement, je m'incline, quoi, je mets un genou à terre et je dis bravo parce que c'est quelqu'un qui a pas forcément eu des moments faciles dans sa vie, etc., qui s'est donné la peine, et aujourd'hui qui travaille très dur, pour être là où il est aujourd'hui. Il ne doit à personne, il ne doit qu'à lui-même. Parce qu'il a travaillé comme il faut le travailler, il a été bien entouré, il a su s'entourer de bonnes personnes et travailler comme il faut travailler. Et comme je dis encore, il faut pas le blanc, il faut dire ce qu'il est. Il faut appeler un chat. Et Barry, aujourd'hui, s'il est là, il le mérite 10 000 fois. Voilà, 10 000 fois et c'est pas volé ou quoi que ce soit. Il a fait le travail qu'il faut et c'est quelqu'un de très dangereux. Paris, c'est très dangereux. Parce que moi, on, on s'est souvent charrié quand je l'ai appelé, il dit, ouais, viens, Barry, on tourne ensemble. Il m'a toujours dit, non, non, mais t'as vu ton poids, il dit, c'est bon, t'inquiète, je tourne tranquille, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais l'éviter parce que c'est quelqu'un qui a un œil et qui a une vitesse de frappe et qui peut descendre des taureaux. Donc, non, non, Baris, attention, c'est quelqu'un qui a pas encore sorti toutes ses cartes, mais il est là, loin d'avoir sorti toutes ses cartes et ça va faire des gros oppositions. Mais il te remercie d'ailleurs dans les commentaires. Ouais. Big up, frérot. Tu vas, sors le chéquier, hein. Ah, Et moi j'avais une question, je voulais la poser tout à l'heure, j'ai oublié. Quand tu rentres dans la cage, dans le couloir pour aller dans la cage, ouais. tu penses à quoi? C'est quoi dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je me mets, en fait, c'est vraiment Canis où j'ai su apprécier le public, où je me suis tourné vers le public, j'ai levé les mains parce que ça a été une motivation, parce que j'avais ma famille, surtout mon père, qui est venu me voir pour la première fois. Ma mère, bah, elle peut pas, mais mon père, voilà, c'était quelque chose d'énorme. Il y avait ma femme, il y avait enfin, ma famille, c'était quelque chose d'énorme. Mais en général, je- comme je dis toujours, je reste dans ma bulle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport avant les combats, voilà. Mais je garde cette bulle du début jusqu'à la fin, où je reste vraiment concentré, focus. Et quand je rentre, en général, je vois pas ce qui se passe à droite à gauche. Je vois pas du tout. Je suis vraiment concentré. Je dis, c'est maintenant que ça se passe, c'est le moment. On n'a pas fait tout ça pour rien et c'est parti pour la guerre. Euh, et justement, j'ai une question qui est dans le chat que je retiens par cœur, je la poserai après. Ouais. Justement, là, Sofiane, je parlais de tes parents. Et j'ai oublié de te demander ça quand tu as commencé le MMA. Quand tu as dit à tes parents que tu voulais faire du MMA, comment ils ont réagi? Parce que on en a beaucoup qui disent, ouais, les parents ils veulent pas, tout ça, tu vois. Est-ce que tu arriverais à faire changer les nouvelles générations avec ce que tu vas nous dire? De convaincre quelqu'un à faire du MMA, convaincre les parents. Comment tu ferais actuellement? Et toi, qu'est-ce que tes parents ont dit Bonne question. Alors, en parlant de moi, il faut Ouais. savoir que mes parents, depuis la naissance, ils sont habitués. Il faut savoir que j'étais un kamikaze. Tout le temps, je me bagarrais, ou tout le temps, je faisais des conneries, etc. Enfin, et c'est vrai que l'évolution n'a pas changé, parce qu'après, même dans le rugby, hein, dans le rugby, bon, c'est un sport de contact, donc les blessures, ils ont été habitués, toutes ces choses-là, ils ont été habitués. Et après, les sports de combat, c'est vrai que le MMA, ils ont été un peu en reculons. Mais ils ont accepté parce qu'ils ont vu les résultats, ils ont vu la notoriété, etc. Donc du coup, ils ont été fiers. Et surtout du fait que c'est quelque chose que j'aime et que je n'ai pas lâché. Et après, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux parents? Suivez l'exemple de Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est Christophe Midou qui est parti taper à la porte et demander à ses parents de venir s'entraîner. Voilà, Christophe Midou qui était le mentor de Georges Saint-Pierre. Et Georges Saint-Pierre, il allait là où il allait aujourd'hui. Il faut savoir qu'il faisait de l'athlétisme, enfin du la gymnastique, etc. à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et ses parents étaient contre le MMA. Mais j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, le MMA, c'est un sport qui est encadré. Faut savoir, c'est un sport où les gens ne sont pas envoyés, on va dire, au casse-pipe. Et au contraire, il faut laisser l'opportunité. Après, voilà, c'est aux jeunes de choisir, soit ils aiment pas, soit ils sont faits pour ça, soit ils sont pas faits pour ça. Mais
si vraiment ils sont faits pour ça, et je pense qu'il faut soutenir, il faut être à fond. Après, c'est vrai que le côté mère poule ou papa poule, enfin, de préservation de leurs enfants, ça sera toujours comme ça. Mais je pense que voilà, il faut savoir accepter et avancer avec euh, les envies de leur enfant et le sport qu'ils aiment. Ouais, c'est clair, c'est clair. Petite question de Parker MMA dans le chat. Sofiane, peux-tu nous dire, pour toi, qui sont les trois prochains combattants français que tu vois rentrer à l'UFC? Que je vois rentrer à l'UFC. Ouais. Donc moi, je veux dire, ouais, Virgil Hogan et Axel Sola, c'est vraiment les deux que je vois vraiment. Euh, Après, l'Hexagone MMA, bah, il y a Baris. Après, moi, je misais aussi sur Michael Adjarouj. Je sais ouais, pas si tu vois. pourquoi je dis ça? Parce que faut savoir que le poids de Barry et le poids d'Axel Sola, c'est des poids qui sont, il y a tellement de monde, Bah ouais, c'est tellement ça. de monde, il y a tellement une liste énorme que c'est très compliqué de dire oui, demain il va rentrer. Pourquoi je dis Virgil Hogan et Axel Sola? Parce que l'UFC veulent des ceintures, ils veulent des défenses de ceintures. Virgil Hogan a défendu déjà sa ceinture, Axel Sola aussi. Euh, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu en haut de la liste par rapport à ça. Barry, je sais que si demain il redéfend sa ceinture et que derrière ça se passe très très bien, je sais qu'il va être dans la liste de l'UFC, c'est sûr et certain, parce que c'est quelqu'un déjà dans les réseaux, comme je disais, c'est quelqu'un qui assume dans la cage, mais maintenant qui peut parler dans les réseaux, mais qui assume dans la cage. Voilà, donc c'est quelqu'un au contraire que je valide. Voilà, c'est comprenez, je valide sur le trash talking qu'il a. Mais après, voilà, en revenant par rapport à Baris, il a des followers, une autorité aujourd'hui, et s'il a encore une défense ceinture, c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut rentrer aussi à l'UFC. Mais très compliqué à dire, ouais, très compliqué à dire par rapport à ça, parce que Aboubacar Youssef, pourquoi pas? oui, après, je peux t'en lister, franchement, je peux t'en lister 15, 20 même. Mais le truc qu'il y a, c'est que C'est c'est très bloqué. compliqué d'en lister vraiment trois qui peuvent demain rentrer à l'UFC. C'est très compliqué. Mais moi, voilà, je vois vraiment Axel Sola, Virgil Hogan et aussi, comment il s'appelle, j'ai oublié. Ah, le Tchétchène qui a défendu sa ceinture il y a pas longtemps, avec sur un coup de retourné à l'ARES. Euh, Aboubacar Youssef, ouais. Ouais, c'est oui, Youssef. voilà, Aboubacar qui, voilà, c'est vraiment les trois, j'ai oublié son nom à chaque fois. Aboubacar, c'est vraiment les trois qui sont. Après, il y en a plein que je peux citer, c'est très compliqué. Très compliqué. Mais c'est vraiment là les trois que j'ai en tête. De toute façon, c'est comme on disait avec Kireka, la porte d'entrée maintenant, tellement qu'il y a de monde à l'UFC, c'est des contenders, quoi. T'es obligé de passer par là, quoi. T'es Ouais. obligé de gagner un combat là-bas pour rentrer à l'UFC. Tu peux plus y rentrer comme ça. Ouais, Quasiment. et après, c'est bien cette antichambre qu'ils ont faite parce que ça permet aussi aux combattants qui sont dans la liste de pas être oubliés, Ouais, d'essayer de passer. Voilà, et soit ça passe, soit ça casse. J'ai envie de dire. c'est vrai. Ça passe, tant mieux, si ça casse, bah, ça casse. Mais au moins ils sont là, ils font quelque chose. Mais très compliqué Et, dans les poids comme ça, légers, moyens, de pouvoir entrer à l'UFC parce qu'il y a une liste énorme. Une liste énorme. et toi, justement, en parlant du UFC, c'est un regret ou pas? Bah, pour moi, le UFC, c'est une concrétisation et c'est vrai que je vais pas le prendre comme un regret parce que j'ai fait des choses dans ma carrière qui sont énormes. C'est sûr que si j'avais pu signer à l'UFC, enfin, j'aurais été le plus heureux. Aujourd'hui, c'est comme ça, je regrette rien et comme je vous dis tout à l'heure, je veux encore essayer de pousser et d'aller le plus haut. Après, voilà, on va voir comment ça va se passer par rapport au prochain combat. Mais en tant que poids lourd, c'est beaucoup plus facile pour moi de rentrer à l'UFC. Parce qu'il y a moins de listes dans le temps. Ouais. Bah, on arrive sur les dernières questions. Après, on va te laisser. Bon, je voulais savoir ce que tu fais actuellement dans ta vie. Tu travailles dans la sécurité, c'est ça? Et en plus, non? Alors, t'as eu des petites informations comme ci, comme ça? Il faut savoir que c'est Nofwin, lui. C'est Nofwin, il va partout. Non, Non, alors, faut savoir que moi, avant de commencer la restauration, avant de commencer dans le sport à fond et faire vraiment tout ça, j'étais dans la restauration et surtout dans le truc un peu jet set, où j'ai un très gros répertoire avec de très, très gros clients internationaux, de très gros clients. Et c'est des gens qui sont en déplacement, que ce soit à Courchevel, Saint-Tropez ou X chose, où je suis avec eux en protection rapprochée.
en accompagnement. Et ensuite, voilà, j'essaie de faire des projets, enfin, surtout dans le milieu de l'art, voilà, dans le milieu de l'art avec qui je travaille, avec un artiste que je travaille, très renommé dans le monde de l'art. Voilà ce que je fais à côté de ça, mais ça me permet vraiment de pouvoir faire mes entraînements et derrière de pouvoir faire ma vie. J'ai un Sofiane Boukishou qui me protège, j'ai pas peur, je marche tranquille, hein. Je vais pas embêter les autres. Ah ouais, c'est clair, ouais, 1m93, 116 kilos, Dans les contacts, il y a Virgil Hogan, Axel Sola, c'est tranquille. ah oui, là, t'es gainé, c'est bon. Et justement, une reconversion comme coach, ça t'intéresse pas? Alors, faut savoir que je pense que je garderai toujours un pied dans le MMA. Voilà. Il y a Aldric, je cache pas, voilà, il y a Aldric qui m'a parlé il y a pas très longtemps, par rapport à la nouvelle salle. Voilà, mais je pense qu'on va peaufiner un peu plus quand le projet va vraiment ouvrir, alors, enfin vraiment quand on va arriver à la fin. C'est vraiment une idée que j'ai en tête de pouvoir donner un pied dans le MMA et pour pouvoir continuer à coacher et pour pouvoir, pourquoi pas, de futurs champions. Ok, ça Et marche. avant qu'on oublie, Fight, jeudi, on reçoit Virgil Hogan dans l'émission. Et le concept qu'on a, c'est que notre invité pose une question au suivant. Donc, est-ce que tu aurais une question pour Virgil Hogan? On lui posera. Ouais, j'ai pas forcément réfléchi, mais j'ai envie d'avoir une bonne question pour réagir. Parce que faut savoir, c'est quelqu'un que je connais un petit peu quand même. Mais la bonne question, enfin, peut-être une ou deux, ouais, la question que j'aimerais poser qui me vient comme ça, hein, à Virgile, c'est euh, quelle est, enfin, je veux dire, enfin, faut bien la formuler, faut savoir d'où lui sort enfin, motivation et surtout Rinda. cette discipline, cette rigueur qui se met à lui-même par rapport aux entraînements, par rapport à tout ça. Et est-ce que c'est quelque chose qui lui est venu par rapport du fait d'avoir commencé le MMA ou c'est quelque chose qu'il a eu depuis toujours tout petit mais je veux savoir, ouais, c'est quelqu'un qui m'impressionne au niveau de sa rigueur. Voilà, c'est vraiment la question que, ouais, qu'elle a Ouais, maintenant qu'il y a, c'est ouais, c'est la question que j'aimerais lui poser. il y a cette rigueur, cette discipline, quoi, dans le sport. Enfin, dans Ouais, les- et cette mentalité d'aller rechercher toujours plus haut et encore, et surtout, voilà, la rigueur qui se met aux entraînements, la rigueur qui se met aux entraînements, à être là, à pousser. Et ça se voit que c'est un gars qui regarde des animés. Il a la sagesse, il a la discipline, il est. Tiens, ça se voit qu'il regarde des animés, Virgil Hogan. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'avant, on avait ce côté un peu fougueux, les anciennes générations, mais aujourd'hui, la nouvelle génération sont dangereux, mais calmes. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. Mais si tu le vois à l'entraînement dans la semaine, hein, tu lui dis qu'il oublie pas jeudi. Ouais, ouais. Et ouais, normalement, Je pense qu'il a pas oublié. on l'a jeudi avec nous. Bah ouais, parce que je l'ai parlé sur TikTok et il connaît bien l'ami YR, là, qui est fan d'Axel Sola. Ouais. Donc voilà. Mais écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, Sofiane. Et à l'occasion, on se refait un petit live comme ça, ou même maintenant que t'es abonné, souvent on fait des petits lives TikTok, on débrief, sur les mêmes, on débrief, on fait plein de trucs, tu vois. Donc n'hésite pas, hésite pas. Ouais, moi, c'est avec plaisir, c'est quand vous voulez, pour tout ce qui est débrief, interview, ou ces choses. Ouais, c'est un plaisir, parce que vous êtes vraiment cool, good vibe, bonne Ouais, énergie. J'aime bien. C'est Ben, bien. merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, Et la puis, on te souhaite le meilleur pour la suite et on espère te revoir en live avec une victoire, si possible. Tous. Et si un jour je perds sur les réseaux que j'ai besoin de sécurité, je t'appellerai, hein. Appelle, je viens, on va régler les comptes. Ça marche, ça marche. Mais écoute, Merci, à plus, Sofiane. Merci encore. Bonne Ciao. soirée, merci. Ciao.